Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Donc merci d'être venus si nombreux pour participer à cette réflexion sur les rapports entre histoire et économie qui nourrissent un dialogue quelquefois un peu difficile, mais qui, à notre avis, ce dialogue est peut-être porteur de nouvelles collaborations, de nouvelles coopérations, de nouvelles alliances. Alors, je me présente, donc je suis Alain Tranois, je suis directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et professeur à l'école d'économie d'Aix-Marseille. Donc, ma spécialité, c'est d'une manière générale l'économie publique, les impôts, les inégalités, l'égalité des chances. Mais j'ai aussi un hobby qui est l'histoire. Et j'ai partagé depuis 10-15 ans une réflexion méthodologique que j'ai avec d'abord Jean Boutier, qui est ici présent, et puis ensuite avec un groupe d'économistes et d'historiens, dont Arunati Virmani, ici à Aix-Marseille. Et progressivement, on en est venu à penser qu'il y avait intérêt à essayer de formaliser un peu plus ces échanges entre économistes et historiens, et en particulier sur le plan méthodologique. Alors pour évoquer ces différentes questions méthodologiques, et j'en profite évidemment pour remercier les rencontres d'histoire de Blois et le cercle des économistes de parrainer cette table ronde et d'avoir accepté immédiatement avec enthousiasme cette idée. Eh bien, nous avons réuni 4 chercheurs. André Orléans, qui est directeur de recherche émérite au CNRS et directeur d'études à l'EHESS, qui est un des fondateurs de l'économie de la régulation. Et cette économie de la régulation, elle est intéressante à divers titres. Elle est intéressante ici en rapport avec l'histoire parce que par rapport à, je dirais, l'économie dominante, l'économie dite néoclassique, qui est quelque part souvent peut être considérée à juste titre comme ahistorique, eh bien, l'école de la régulation essaie de replacer au centre l'historicité des phénomènes économiques. Et André Orléans, en particulier, a signé de nombreux ouvrages sur la question de la monnaie. Et il va nous en parler plus avant, dans une première intervention. En particulier, il a donc écrit donc en 2008 La violence de la monnaie. L'Empire de la valeur, c'est un de ses derniers ouvrages, en 2011. Et donc, on sera très heureux de l'écouter d'abord, avant de passer la parole à Agnès Gramin, qui est à ma droite. Alors, dans un des ouvrages écrits sur les rapports entre économie et histoire, il y a, à un moment donné, un des auteurs qui écrit l'économie est peut-être... et si l'économie était fille de l'histoire. Et en fait, Agnès Gramin est la personnalisation en chair et en os d'être fille de l'histoire, puisque sa mère était professeure d'université d'histoire médiévale, et tout près d'ici, je crois, à Tours. Et donc, Agnès Gramin, elle est économiste, professeure à l'université de Nancy. Elle est spécialiste d'économie de la santé. Mais étant tombée toute petite dans le chaudron de l'histoire, eh bien, elle a aussi collaboré à un livre qu'elle a co-dirigé avec Laurent Feller, qui était professeur d'histoire à l'université de Paris 1 et qui s'appelle L'évidence et l'évident et l'invisible. Et l'évident et l'invisible se rapportent aux données, à des données que l'on a et à des données qu'on souhaiterait avoir et qu'on n'a pas. Et donc, ce livre que je présente ici, qui a été publié en 2022, porte sur bien la comparaison, s'agissant des sources, s'agissant des données, entre économistes et historiens. Donc, le livre est organisé selon un triptyque sur construire, contextualiser et mettre en série ces données. Et donc, tu seras la deuxième intervenante pour nous parler un peu du contenu de ce livre. La troisième intervenante, qui est à ma gauche, est Arunati Virmani,
qui est enseignant-chercheuse à l'EHESS et qui, son terrain privilégié d'études, c'est l'Inde, et en particulier l'Inde dans la période coloniale et post-coloniale, et donc tous les rapports, tout ce passé colonial qui, je dirais, a imprégné l'Inde. Et donc elle a sorti plusieurs ouvrages, donc je cite ici uniquement les ouvrages écrits en français, Les Indiens voix mélangée, et il y a aussi un atlas historique de l'Inde. Et Arundhati Virmani a co-dirigé un ouvrage avec moi-même regroupant une quinzaine d'autres historiens et économistes sous l'égide de la Fondation Schlumberger, de la Fondation des Treilles, et qui va paraître aux éditions Odile Jacob et qui s'appelle Histoire et économie, nouvelles querelles ou nouvelles alliances. Et donc, tu vas nous parler de ce livre qui paraîtra au mois de janvier aux éditions Odile Jacob. On aurait aimé qu'il paraisse exactement, mais ça n'a pas été possible pour différentes raisons. Et enfin, le dernier intervenant, c'est à ma gauche également, Charles Serfati, qui revient du MIT, où il a obtenu un doctorat d'économie sur la question de la dette en rapport avec le commerce international. Et Charles Serfati vient de sortir un ouvrage en 2023, à la fin 2023, qui est un ouvrage de 500 pages, mais c'est petit 500 pages pour couvrir, je dirais, un domaine énorme qui s'appelle Histoire économique de la France. Voilà, Histoire économique de la France. Il y aura d'ailleurs, je crois, une séance de dédicace qui est organisée, qui est prévue à la fin de cette table ronde, de la Gaule à nos jours. Alors là, si on veut, je dirais, de la longue période, on est servi. C'est un ouvrage remarquable et qui, je dirais, essaie d'embrasser, en finalement un nombre de pages relativement réduit par rapport à l'énorme matériel qu'il essaie de couvrir et à l'énormité de 2500 ans d'histoire, qui essaie de synthétiser l'évolution de l'économie sur notre territoire. Donc, pour commencer, André Orléans, est-ce que vous pouvez retracer quelle est l'importance pour vous de l'histoire dans votre parcours de chercheur et de scientifique et d'économiste? Merci. Merci à vous. Je suis très heureux d'être ici aux Journées de Blois parce que, comme l'a dit Alain, en effet, la question... On entend là, c'est bon? Non. C'est moi? Je crois qu'il faut peut-être parler plus près du micro. Comme ça? Comme ça, vous m'entendez mieux? Ah, d'accord. Vous me faites signe s'il y a un problème. Donc, comme l'a dit Alain, en effet, le lien entre l'histoire et l'économie m'a toujours paru central. Donc, je suis heureux d'être là. Je fais partie donc de ces économistes qui considèrent le lien à l'histoire comme proprement constitutif de leur manière de pratiquer leur discipline. J'ai d'ailleurs commencé ma carrière par une thèse consacrée à l'histoire monétaire allemande. Pourquoi un tel choix de la part d'un économiste ? D'abord pour une raison fort simple, parce que l'histoire élargit les perspectives. Là où l'économiste cherche à singulariser et à schématiser les processus économiques pour mieux les rendre intelligibles, l'historien, au contraire, les appréhende comme des éléments d'une totalité, à savoir comme des moments d'un mouvement général, celui de toute la société. Autrement dit, l'historien saisit les structures économiques comme étant encastrées dans le social. Pour prendre la mesure de l'écart entre ces deux approches, historique et économie, je voudrais bien citer ici l'historien de l'Antiquité proche-orientale, Johannes Strenger, qui critique un livre qui a été fait par un économiste, Maurice Silver, à propos des structures économiques, justement sur son sujet, l'Antiquité proche-orientale. Qu'écrit-il ? Le principal défaut du livre est d'opérer dans une sorte de vide, sans perspective historique ni perception des relations et des évolutions sociales. L'intégration et la place dans la société des acteurs économiques ne sont pas prises en compte. Rude critique. Ce que Renger pointe ici
et que le but des économistes étant de mettre en avant des régularités, voire des lois générales, cela les conduit souvent et trop à décontextualiser leurs analyses, c'est-à-dire à négliger la variété des conjonctures politiques et des configurations sociales qui sont pourtant le cadre dans lequel les causalités économiques s'expriment. Il me semble en effet que cette critique est plutôt pertinente. Elle met en lumière ce qui différencie fondamentalement économie et histoire, ce que d'ailleurs certains ont décrit comme l'opposition entre le modèle et le récit. Autrement dit, l'opposition de l'abstraction et de la description. Tout en gardant à l'esprit qu'il n'existe pas de description pure ni exhaustive, pas plus en histoire qu'ailleurs, il faut cependant reconnaître avec le grand historien Fernand Braudel que décrire fait bien partie des tâches de l'historien. Il dit « N'est-il pas bon que l'histoire soit d'abord une description, simple observation, classement sans trop d'idées préalables. Voir, faire voir, c'est la moitié de notre tâche. » Je voudrais succinctement illustrer la pertinence de cette opposition en prenant appui donc sur mes propres travaux qui concernent, comme il a été dit, la question monétaire. Rappelons d'abord que pour les économistes, la monnaie se définit fondamentalement par sa fonction d'intermédiaire des échanges. La monnaie, c'est ce qui permet d'acheter et de vendre. Les économistes font à juste titre valoir que si nous n'avions pas de monnaie, nous serions contraints de recourir au troc, ce qui évidemment serait un sérieux obstacle au bien-être collectif, d'où la nécessité de la monnaie. Donc ça, c'est la thèse centrale de l'économie. Or, quand je me tourne vers l'histoire et que j'examine ce qu'il en est historiquement des processus de création de monnaie, ce que j'observe est d'une toute autre nature. Et donc, je prends un de mes terrains favoris, c'est-à-dire l'histoire monétaire allemande, qui est très riche, puisqu'entre 1871 et aujourd'hui, elle a connu 5 monnaies successives. Le Mark, le Rentenmark, le Reichsmark, le Deutschmark et enfin l'euro. Or, saute aux yeux le fait que chacune de ces créations monétaires est partie prenante d'un processus historique de très grande ampleur, impliquant des mutations en profondeur de la société allemande et conduisant même à des nouvelles formes de souveraineté. Donc on est loin de simplement l'instrument qui permet de faciliter les échanges. Cela ne fait pas de doute pour le mark, dont la création en 1871 parachève la promulgation par Bismarck du Deuxième Reich dans la galerie des glaces du château de Versailles. Donc ici, on a vraiment un lien avec ce qu'il y a de plus essentiel, disons la création d'une souveraineté allemande. Elle a été de pair avec la création du mark. Avec le Deutschmark, qui a été créé en 1948, on observe avec la même évidence un lien entre monnaie et souveraineté, puisque, il faut le savoir, la création en 1948 du Deutschmark constitue en fait le véritable acte de naissance de la République fédérale d'Allemagne. Avant même, et c'est important, que celle-ci ne soit officiellement promulguée en 1949 lors du vote de sa loi fondamentale. Autrement dit, à nouveau, ici, on a un rôle monétaire qui est loin d'être un rôle instrumental et que l'historien nous permet de bien comprendre. Dans le cas de la RFA, donc, on peut même dire que la souveraineté monétaire précède la souveraineté politique. Le Deutschmark a existé avant, ou c'était le premier acte d'existence de la RFA qui ne s'appelait pas encore comme ça. Il a fallu attendre 1949. Le cas du Reichsmark, et j'en finirai là-dessus, en 1924, diffère a priori des deux précédents, en ceci que sa création ne va pas de pair avec une nouvelle définition territoriale de l'Allemagne, comme ça a été le cas en 1968, en 1971 avec la création de l'Allemagne et en 1948 avec la création de la RFA. Ce n'est pas le cas avec le Reichsmark, puisqu'on reste là dans le cadre de la République de Weimar. Mais d'une certaine manière, ce cas en est que plus illustratif si l'on considère en fait la radicalité des mutations économiques et politiques qui ont été nécessaires pour rendre possible l'avènement de cette monnaie. De quoi s'agit-il en fait rapidement? Une nouvelle donne internationale avec le plan Downes qui marque la fin de la prééminence française, en particulier sur la question des réparations, et la victoire des intérêts financiers anglo-saxons.
Donc le Reichsmark, en fait, exprime une nouvelle donne internationale et une nouvelle institutionnalisation de l'Allemagne dans le concert des nations qui jusqu'à là était rejetée, était bloquée par la question des réparations et qui d'un seul coup est encadrée, intégrée à l'espace financier en particulier anglo-saxon. Et le Reichsmark porte cette réalité. Donc à nouveau, vous voyez ici la profondeur des réalités qui sont derrière la monnaie et que les historiens connaissent bien, mais que les économistes laissent de côté. Bon, je laisse de côté le Rentenmark et l'euro, mais l'on voit bien avec nos 3 exemples que la monnaie est bien plus qu'un simple instrument des échanges. C'est comme si on disait à propos du passeport que le passeport était l'instrument qui permet de passer des frontières. Assurément, c'est exact, mais il est beaucoup plus que ça si on veut le comprendre, puisqu'il renvoie à une certaine structuration de l'ordre politique international. Ce serait, disons, aussi réducteur. Pour conclure, il y a assurément plusieurs manières d'être économiste, comme il y a plusieurs manières d'être historien, et c'est heureux. Mais je tire de mon expérience personnelle le fait que le recours à l'histoire est très utile pour l'économiste, car il lui permet d'éviter les pièges d'une schématisation et d'une décontextualisation excessive. Il faut être clair, la schématisation est un élément du travail de l'économiste. C'est une des missions de l'économiste de schématiser pour arriver à rendre intelligibles des mécanismes. Donc je pense qu'en effet, il y a une place pour l'abstraction dans le travail des sciences sociales et en particulier dans le travail de l'économie. Mais il s'agit de la maîtriser, cette décontextualisation. Et sur ce point, l'histoire nous y aide assurément. Merci. Merci beaucoup, André. Donc, là, tu nous as parlé d'une institution majeure, la monnaie. Maintenant, Agnès va poursuivre en se centrant sur la question des données, des sources, et comment les historiens et les économistes abordent cette question des données, qui est évidemment centrale dans une démarche scientifique. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Alors, je vais avoir le même problème. Ouais, c'est bon là. Il faut se mettre très en avant et manger son micro. Ok. Bonjour à tous. Je suis moi aussi évidemment très heureuse d'être ici avec vous, même si voilà, je me sens un peu mise à nu par ce que Alain vient de raconter en introduction sur mes rapports à l'histoire, mais voilà, tout le monde saura que le caractère freudien de ma présence ici. Donc effectivement, moi, je vais prendre une perspective assez différente de celle que André Orléans vient de prendre. Il y a évidemment cette question de la distinction entre le modèle et le récit. Je fais partie de la génération qui a été élevée scientifiquement à la lecture de cet ouvrage dont le titre est Le modèle et le récit, donc ça a beaucoup de sens pour moi. Et il a aussi pris une perspective qui est finalement assez macro, assez holiste. Moi, je vais prendre une perspective assez différente. Je vais m'intéresser aux données, puisque, comme l'a dit Alain, certes, nous racontons des histoires, les historiens comme les économistes, nous les racontons différemment, avec des outils différents. Mais dans les deux cas, il se pose la question de comment nourrir ces histoires. Et en général, on les nourrit avec des données que l'on observe, que l'on construit, que l'on travaille. Et parce que mon expérience scientifique est celle-là, je vais m'intéresser à des données qu'on utilise quand on s'intéresse à des petites questions ou des questions plus partielles, plus localisées dans le temps et dans l'espace, du type, je ne sais pas moi, que nous disent les données des conseils des prud'hommes sur les relations professionnelles dans la région de Marseille, que nous apprennent les données sur la discrimination sur le marché du logement à telle époque. Enfin, vous voyez, ce type de question qui est beaucoup plus ciblé que la monnaie. Alors, ce que je retire comme expérience sur cette question-là,
je la dois, Alain l'a dit, à une aventure intéressante que j'ai partagée donc avec Laurent Feller, qui était médiéviste à Paris 1, avec d'autres collègues et avec une grosse dizaine de doctorants en économie et en histoire que nous avons rassemblés pour essayer de réfléchir à nos méthodes d'historiens et d'économistes, nos méthodes empiriques, pour essayer de voir s'il y avait un truc radicalement différent, nécessairement radicalement différent entre ce que font les économistes et ce que font les historiens, ou si c'était simplement des questions d'habitude. Les économistes font comme ça par habitude et les historiens font comme ça par habitude. Et à l'origine de cette aventure, il y a un étonnement que nous avions avec Laurent, qui est que les historiens ont tendance à être extrêmement pointilleux et dans un doute assez radical avec leurs données, qui fait qu'ils n'aiment pas les mettre en série, par exemple, parce qu'ils ont toujours peur de leur faire perdre leur individualité irréductible, alors que les étudiants d'économie estiment des modèles totalement olé olé et hyper sophistiqués et ultra compliqués sur des données dont ils ne savent pas du tout d'où elles sortent, ni comment elles ont été construites, et qui mettent en série, hop là, voilà, avec beaucoup d'énergie. Et donc on se disait avec Laurent, c'est quand même pas possible, il y a forcément un curseur au milieu, on doit pouvoir arriver à faire de la mise en série intelligente, c'est-à-dire ni être complètement arrêté dans le travail par peur de ne pas rendre grâce aux données, ni faire ça de manière à la hussarde. Et donc c'est pour réfléchir à cette question que nous avons réuni des doctorants et des collègues. Et finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que, me semble-t-il, c'est qu'on s'est rendu compte que nos méthodes étaient assez similaires, fondamentalement. Il n'y avait pas de différence radicale, c'est-à-dire que l'attention à la construction des données, l'attention à la contextualisation des données, elle est aussi utile pour un historien que pour un économiste. Il n'y a pas de raison de faire de différence. Sauf probablement dans deux cas, qui sont des cas très importants dans l'histoire de l'économie. La macroéconomie et la macroéconométrie des années 50 du XXe siècle, où on a eu une situation très particulière, où les institutions de la comptabilité nationale, l'INSEE, produisaient des données merveilleuses, remarquables, qui étaient utilisées par les chercheurs pour estimer des modèles keynésiens. Et donc ça, c'est un moment très particulier où les chercheurs ne construisaient pas du tout leurs données, puisque les données étaient construites par un producteur de données spécialisé. Mais ces gens-là partageaient les mêmes lunettes pour regarder le monde. Donc il n'y avait pas de hiatus entre le producteur de données professionnelles et l'utilisateur de données professionnelles. Ça permettait une vraie division du travail, qu'il y a peu chez les historiens. L'historien est en général à la fois le constructeur de ces données et l'exploiteur de ces données. Et la deuxième configuration très particulière en économie qu'il n'y a pas chez les historiens, ou pas vraiment je crois, elle est beaucoup plus récente, c'est celle des économistes qu'on appelle les expérimentalistes, qui mettent des êtres humains dans des laboratoires, qui les soumettent à des protocoles de décision et qui regardent qu'est-ce qu'on fait quand on est... voilà. Et donc là, effectivement, ces économistes produisent des données, mais ils produisent des données qui sont volontairement sans contexte. Le contexte, c'est le labo, donc il y a zéro contexte. On fait le moins de contexte possible, d'accord ? Donc c'est des données qui donnent un accès à des mécanismes, je ne sais pas comment dire, universels, sans contexte, qui évidemment parlent peu aux historiens. Ça, il faut bien reconnaître que quand on leur explique ça, les historiens sont un petit peu perturbés sur ce que font les économistes. Mais voilà, c'est pour dire que ce qui nous a semblé intéressant, c'est que chez les économistes, finalement, en regardant les historiens, on s'est rendu compte qu'on avait trois configurations très différentes, mais que la configuration la plus courante était finalement très proche de celle des historiens, et que ce qui nous distinguait, c'était une configuration qui était en gros en train de passer, on va dire, celle de la comptabilité nationale, et une configuration très nouvelle, celle des expérimentalistes. Merci beaucoup, Agnès.
Je vais maintenant passer la parole à Arundhati pour nous parler bien de cette rencontre qui s'est passée au Treil et qui a donné lieu à ce livre qui va bientôt paraître, et qui a été une rencontre, je dirais, assez unique, je dirais en tout cas en France, et d'essayer de confronter sur quelques points eh bien, les regards et les approches méthodologiques des deux disciplines. Ah, voilà. Eh bien, merci, Alain. Allô? Vous m'entendez? Non. Là, c'est mieux? Encore plus. Là, c'est mieux? Ok, alors il faut vraiment coller. D'abord, merci. Et en fait, comme Alain Tranois a expliqué, je suis historienne. Donc, être parmi les économistes est un privilège et quelque chose d'incongru aussi. Comme il a dit, je suis historienne du sous-continent indien et du nationalisme, de construction symbolique de l'Inde à travers son drapeau à l'époque coloniale. Comment je me suis retrouvée chez les économistes et faire ce livre qu'Alain a annoncé, coédité avec lui, c'est le résultat d'une longue séminaire qui prédate notre rencontre entre historiens et économistes à la Treille et qui, en fait, un séminaire qui était conçu il y a 5-6 ans avec Alain Tranois et Jean Bouthier, qui est ici présent, auquel je me suis jointe avec notre économiste Cecilia Garcia Penalosa. Donc, à force de faire des séminaires de recherche mensuels entre historiens et économistes autour d'objets partagés pour voir comment communiquer, est-ce qu'on communiquait, est-ce qu'on était dans les pôles complètement extrêmes, dialogue impossible. Cet exercice régulier a produit ce livre qui s'appelle Histoire et économie, nouvelles querelles ou nouvelles alliances. Alors, l'éditeur préfère nouvelles querelles. Nous étions plutôt partis sur nouvelle alliance avec un point d'interrogation. Et on a essayé de combiner les deux. Donc, en fait, ce livre est une confrontation ou un dialogue entre historiens et économistes selon 3 axes. Les données qui ont été évoquées et les sources, la question de causalité et les usages et les formes de récit. Et en fait, les historiens se sont toujours intéressés dans les sources. Et en fait, la blague connue en Inde, c'était « on sait que vous êtes historien si la question que vous posez, c'est « quelles sont vos sources ?» Mais les économistes ne sont pas indifférents, même s'il s'agit, ils travaillent avec les données secondaires ou parfois ils les produisent aussi. Et ils sont concernés à la fois avec les variables qui manquent ou leurs biais. Donc, le premier problème que ce livre s'adresse, c'est comment ces 2 groupes différents travaillent sur les sources. Et le deuxième axe, c'est le problème de la causalité, ce qui était à l'origine de cet séminaire de recherche avec Alain Tranois et Jean Bouthier. C'est devenu un sujet important et central pour les économistes depuis 2-3 décennies. Et en fait, en 2021, le prix Nobel en économie a été accordé sur le thème commun de causalité des expériences naturelles. Et bien que la causalité est très présente dans d'autres disciplines, pour les statisticiens, pour les politologues, pour les psychologues et pour les épidémiologues. Yeah.
Pour les historiens, c'est quelque chose d'un peu dépassé. Bien que c'était quelque chose de central depuis l'Antiquité, c'était vraiment au cœur. Donc, ce deuxième axe est suivi par un troisième qui discute le problème du récit et qui est aussi au cœur pour les historiens, comme nous sommes tous d'accord. Et le prix Nobel d'économie Robert Shiller, en 2013, a maintenu que la manière dont laquelle les événements sont racontés a un effet déterminant sur les marchés. Et que les macroéconomistes, je dis ça moi, devraient mobiliser les formes du récit. Donc chaque axe dans ce livre a une dimension méthodologique qui aussi tourne autour d'un ou différents objets, mais au cœur de ce livre est une question: comment les historiens et les économistes aujourd'hui construisent les ponts pour qu'ils peuvent se bénéficier mutuellement et avancer, même si c'est dans des directions différentes. Alors, dans un monde idéal, vous direz, chacun apporterait leur force à la table et chacun bénéficierait des forces de l'autre. Mais bon, on n'est pas dans un monde idéal et les relations ne sont pas toujours harmonieuse, mais l'histoire, on a dit, offre la perspective du temps long et essaye de comprendre les structures qui sont durables, mais aussi des effondrements. Les économistes proposent des méthodes quantitatives extrêmement sophistiquées et au point, puisque c'est la science sociale la plus technique. Et donc, à travers ce livre, nous avons essayé d'avoir ce dialogue. Je ne sais pas si vous jouez aux jeux de vidéo, mais il y a un jeu de vidéo qui a eu un grand succès qui s'appelle Chants of Sennar. Et c'est un jeu qui tourne autour du progrès d'un pèlerin qui doit avancer jusqu'au sommet d'un tour de Babel. Chaque étage est occupé par un groupe différent, les guerriers, les clercs, les autres, mais ils se sont tellement disputés qu'ils ne peuvent plus dialoguer les uns avec les autres. Ils n'ont plus le vocabulaire en commun, ni une langue en commun, ni des manières de communiquer. Et le pèlerin peut trouver l'escalier seulement si il y a un accord qui s'installe. Alors, peut-être ça reflète bien notre situation pour pouvoir avancer, bénéficier des concepts, des outils et des propositions des l'un les autres que nous examinerons tout à l'heure. Il faut qu'on fasse comme cette situation dans cette tour de Babel. Et comme le pèlerin, on se forge un dialogue pour avancer jusqu'à quelque part, sinon pas au sommet. Merci. Merci à Arundhati. Pour conclure ce premier tour de table, je vais maintenant passer la parole à Charles, qui va nous parler de son livre, Histoire économique de la France, de la Gaule à nos jours. Oui, merci beaucoup. Je vais essayer de tout de suite bien tenir le micro pour apprendre de mes prédécesseurs. Le livre, d'ailleurs, c'est un peu ça aussi. J'ai essayé d'apprendre de mes prédécesseurs, puisque c'est évidemment un travail de synthèse pour un livre qui couvre une période aussi longue. Donc, c'est un livre qui colle bien avec le sujet, puisque l'histoire économique, c'est évidemment un territoire disputé entre historiens et économistes, pour une raison très simple, c'est qu'en tant qu'économiste, en principe, on pense qu'on a de meilleures grilles de compréhension pour décrire les phénomènes économiques, mais en tant qu'historien aussi, on comprend mieux le contexte. C'est un ouvrage qui, par nécessité, va se pencher sur la longue durée et qui illustre un peu ce besoin de synthèse, de schématisation dont parlait André Orléans, mais quand même en essayant d'appliquer un peu de rigueur historique. La question, ça a déjà été dit, mais la question que se pose un historien, c'est que s'est-il passé ? Un économiste, quand il réfléchit au problème de la croissance, par exemple, aux origines du développement économique,
il va souvent se pencher pour l'histoire parce qu'elle lui donne un formidable précédent, ce qu'on appelle parfois des expériences naturelles sur lesquelles on peut se pencher. Mais la question que cherche l'économiste quand il regarde l'histoire, ce n'est pas que s'est-il passé, c'est pourquoi cela s'est-il passé. La recherche de la causalité, comme ça a déjà été dit, est le problème clé. Et mon livre essayait de mêler un peu les deux questions, donc en s'appuyant déjà en lisant des synthèses historiques, en essayant de s'appuyer honnêtement sur un niveau de détail suffisamment élevé à l'histoire, et aussi en regardant les phénomènes et notamment les récentes études. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits ces dernières années en matière statistique. Alors les méthodes économétriques sont de plus en plus sophistiquées, elles changent aussi d'année en année, et on se rend compte que des résultats qu'on tenait pour robustes il y a 20 ans ne le sont pas du tout, notamment en histoire économique. Par exemple, beaucoup de travaux sur la relation entre qualité institutionnelle et croissance qui avait été fait par Daron Acemoglu, qui était considéré comme pionnier, ne sont plus considérés comme valides. Donc c'était intéressant de se pencher sur l'histoire économique de la France. Un autre aspect intéressant, c'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est que je disais que c'était un territoire disputé, mais le terrain précis d'histoire économique de la France, de mise en récit dans un livre, n'était pas si disputé que cela, puisqu'il n'y a pas de prédécesseur à ce livre. La dernière histoire économique et sociale de la France, faite par des historiens, c'était celle dirigée par Fernand Braudel et Ernest Labrousse dans les années 70, un ouvrage collectif en 5 volumes qui sont réimprimés au PUF d'ailleurs, si cela vous intéresse, un peu austère à lire. Là, c'était le premier ouvrage en un seul volume à couvrir une période aussi large. J'ajouterais que le livre de Fernand Braudel et Ernest Labrousse commençait seulement en 1450, même s'il y a déjà beaucoup de choses à dire en 1450. Alors, on retrouve plusieurs phénomènes qui ont déjà été évoqués. Par exemple, le rôle de la monnaie. On voit que la monnaie précède la formation politique en France, comme le disait André Orléans, puisque la vraie naissance de l'État en France avec l'impôt permanent survient au XIVe siècle, à un moment justement où le roi voulait augmenter son revenu en manipulant la monnaie. Et c'est en partie seulement, je schématise, en réaction aux manipulations de la monnaie, que l'impôt permanent a été accepté, en tout cas par la bourgeoisie des grandes villes en France au XIVe siècle. C'est donc ce genre d'histoire auquel je me suis intéressé, aussi donner les grandes clés de lecture pour interpréter notre histoire, puisqu'il s'agit d'un livre qui essaie d'être pédagogique, par exemple sur l'essor du commerce, donc plutôt qui essaie d'intégrer la relation de la causalité tout en étant descriptif. Bien, merci d'avoir conclu cette première prise de parole. Et maintenant, je vais essayer d'organiser un peu un dialogue entre vous sur un certain nombre de questions. Et je vais commencer juste en reprenant une boutade d'un prix Nobel d'économie qui s'appelle Lars Peter Hansen, qui est un macroéconomiste et un économètre. Et Lars Peter Hansen, son père était biologiste réputé et il avait été dans les plus grandes universités et son père n'arrivait pas à comprendre comment l'économie pouvait être une science. Et donc on oppose généralement les sciences sociales et puis les sciences dures, que sont les sciences naturelles, les sciences physiques, les sciences biologiques. Et Lars Peter Hansen disait, mais finalement, les sciences dures à pratiquer et dures à expliquer, ce sont les sciences sociales. Donc on essaie de pratiquer une méthode scientifique, qui n'est pas forcément le décalque pour un certain nombre de raisons des sciences physiques et des sciences biologiques et naturelles, mais c'est plus dur. C'est beaucoup plus dur à pratiquer et c'est beaucoup plus dur à expliquer que les résultats auxquels on aboutit ont quand même une certaine part de scientificité, même si la marge d'incertitude est évidemment beaucoup plus large que dans le domaine des sciences physiques et biologiques. Alors, j'aimerais vous entendre sur trois questions, et après je vous donnerai la parole.
La première question, c'est, et vous aviez déjà répondu en partie, mais simplement en partie, c'est sur le savoir si le dialogue entre historiens et économistes, est-ce qu'il est facile? Et est-ce qu'il s'est densifié ou est-ce qu'au contraire, il y a eu des cycles? Et donc, André, est-ce que tu veux commencer? Oui, volontiers. Merci. Alors, sur savoir si c'est densifié, c'est-à-dire comment il a évolué dans le temps, je ne sais pas très bien ça. Mais comme j'ai beaucoup travaillé avec les historiens, je peux essayer de répondre à la première question, le dialogue entre historiens et économistes. Je crois qu'il n'est pas facile, parce que, ou plutôt que c'est vraiment deux choses. Moi, je le ressens, hein, donc c'est mon expérience, parce que j'ai effectivement beaucoup, par exemple, dans un livre sur la monnaie, qui était le résultat d'un travail collectif avec des historiens et des économistes. Donc, j'ai pu apprécier leur concours. Mais il me semble que ce qui peut nous rejoindre, ce qui peut permettre qu'il y ait quelque chose de commun, c'est de poser certaines... En fait, c'est de poser des questions d'économie sur lesquelles l'historien peut répondre. Parce, par exemple, si vous prenez... Moi, j'ai travaillé, par exemple, avec Jean Andreau, qui est un historien de l'Antiquité romaine, qui se trouve qui a beaucoup travaillé sur les questions économiques, parce qu'il a beaucoup travaillé sur, par exemple, la banque, ou bien un autre historien qui est Christian Lamourou, qui est un spécialiste de la Chine et du Moyen-Âge chinois. Donc, les dialogues avec eux étaient tout à fait constructifs, mais il me semble que c'est plutôt eux qui nous apportaient quelque chose que nous qui leur apportions quelque chose. Enfin, on leur apportait quelque chose parce que toute cette réflexion autour de, moi je parle toujours des institutions monétaires, évidemment, les intéressait, mais je dirais que que nous, on apprenait beaucoup plus parce que on pouvait s'inspirer et utiliser leur description, les faits qu'ils donnaient à voir et qui, comme je l'ai montré dans les petits exemples, pouvaient mettre en lumière certaines propositions économiques et même les contredire. Donc, j'ai l'impression que le dialogue est positif si jamais il est basé, il y a une base solide qui sont un certain type de questions. Et en particulier, je pense aux questions que posent les économistes. J'ai l'impression, mon sentiment, c'est que les historiens, comme tu le disais tout à l'heure à propos des séries qu'ils ne voulaient pas mettre, les données qu'ils ne voulaient pas mettre en série, sont très réticents aux généralisations, à une espèce d'abstraction que l'économiste, lui, aime bien manipuler. Donc je crois qu'il y a quand même, à mon sens, je suis plutôt pessimiste ici, il y a quand même un mur entre nous. Et juste pour aller dans ce sens-là, si vous prenez même l'idée d'histoire économique. Aujourd'hui, on parle d'histoire économique. Et le problème de l'histoire économique, c'est qu'on ne sait pas si c'est des historiens ou des économistes. Et à vrai dire, il y a évidemment... C'est un objet, l'histoire économique. Ce n'est pas une discipline, c'est un objet. Et cet objet, donc l'économie dans l'histoire, est travaillé par des historiens et par des économistes. Et je crois que c'est quand même très différent, quoi. Les manières dont les uns ou les autres les abordent sont très différentes. C'est pas la même optique. Et qu'on peut simplement les rapprocher, comme je le dis, si on avance, et moi je vois ça plutôt du côté des économistes, si les économistes avancent des questions particulières. Est-ce que les mutations monétaires, par exemple, quel était l'effet des mutations monétaires sur les prix, etc. Si on pose des questions, on a du côté des historiens des réponses, mais je pense que ça reste deux disciplines très différentes. Agnès, tu veux rebondir sur cette question? Merci. Oui. Je voulais rebondir sur ce que vient de dire André Orléans, en m'appuyant sur une expérience qui est toute personnelle, donc je n'ai aucune idée de sa généralité. Mais avant d'écrire l'évident et avant de coordonner l'évident et l'invisible avec Laurent Feller, on a écrit un livre ensemble avec une troisième collègue qui est anthropologue de la parenté,
Donc on a écrit ce livre à 6 mains et il s'appelle « La fortune de Carole ». Et il porte sur la formation des prix de la terre dans les Abruzzes, donc dans le centre de l'Italie, entre le 9e et le 14e siècle en gros. Et on exploite le cartulaire d'une abbaye très particulière qui s'appelle l'abbaye de Casoria, qui a été créée par l'empereur, le Saint-Empereur romain germanique en 873 sur la frontière de l'Empire. Et donc, bon, c'est assez fortuit que je me sois retrouvée là-dedans, j'y connaissais rien, mais la question première était celle de la formation des prix, qui est donc à la fois une question d'historien et une question d'économiste. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'historien qui est venu me voir en me disant, on se pose des questions sur la formation des prix. Est-ce qu'il existe des prix de marché? Est-ce que ça a du sens de parler de prix de marché, de prix du marché foncier au IXe siècle? Ou est-ce que c'est un anachronisme complet? Est-ce que tu pourrais travailler avec moi? Et la formation des prix, c'est aussi évidemment une question d'économiste au premier chef. Et l'expérience que j'ai de cette coopération, qui a été... on s'est bien marré quand même, il faut le dire. Si j'ai continué à travailler avec eux, c'est que fondamentalement, on a eu l'impression d'avancer, de se faire plaisir. Je pense que sinon, on aurait arrêté de travailler ensemble. Mais je vais envoyer une petite pierre dans le jardin des historiens. Je pense qu'il y a une certaine duplicité chez certains historiens. Je m'explique. Ils trouvent qu'effectivement, modéliser, abstraire, c'est mal. D'accord? Parce que c'est perdre tout le sel du contexte, etc. Mais en fait, quand tu le fais pour eux, ils sont bien contents. Et donc, il y a aussi une certaine demande, voilà, que tu portes la responsabilité, voire la culpabilité, de la formalisation, de la parcimonie, pour construire un modèle qui quand même les éclaire et les aide à regarder autrement la richesse des données par rapport à ce modèle. Donc en fait, c'est aussi utile, mais c'est juste qu'ils n'ont pas envie de le faire. Alors, je raconte l'histoire de manière peut-être un petit peu provocatrice. C'est peut-être simplement parce qu'ils considèrent que ça n'est pas leur formation, que ce ne sont pas leurs outils, et que donc ils ne sont pas légitimes à le faire, et qu'il vaut mieux que ce soit nous. Mais je pense quand même qu'il y a une petite duplicité chez certains. Bien. Bon, je ne peux pas ne pas donner tout de suite la parole à Wondati pour qu'elle, à son tour, elle donne son point de vue sur cette duplicité. Alors, je me trouve dans la catégorie, je vais me situer dans la catégorie de certains historiens qui ne sont pas. Mais le dialogue n'est pas facile. Certes, quand je pense aux années 1970-1980 en Inde, nous travaillons nous travaillons ensemble avec les économistes. Et c'était difficile à vraiment distinguer, surtout en étudiant l'histoire coloniale, l'historien qui devait prendre en compte l'économie et qui étudiait cet aspect, et les économistes. Et d'ailleurs, c'était vraiment un couple parfait dans l'Inde postcoloniale, je dirais. Et progressivement, il y a eu une divergence. Le dialogue est devenu difficile avec cette tendance des économistes, même en Inde, qui suivent le tournant international pour les modélisations, l'universalisation et une sorte de mathématisation qui fait que ça devient une science dure, au contraire des historiens qui se sont lancés dans une histoire plus culturelle, sociale, histoire des représentations, etc. Donc, ce dialogue n'est pas facile, mais actuellement, je trouve qu'il y a un désir pour ce dialogue. Nous sommes là, nous confirmons.
cette volonté et ce désir de dialoguer. D'ailleurs, l'historien Eric Hobsbawm, dans les années 1980, historien marxiste, habitué à dialoguer avec tous les économistes, avait rappelé aux économistes, alors je lance il a dit que les économistes ont besoin d'historiens. Plus que les historiens ont besoin des économistes. Et il disait déjà en 1980 que l'histoire économique est comme un appendice dans le corps humain. On ne sait pas très bien quel est. Donc, il était un peu provocateur. Mais je pense que, oui, il y a ce désir de dialogue. Et si je regarde dans la littérature des livres économiques, je vois apparu en 2021 un livre par Alberto Bisni et Giovanni Federico qui ont publié Handbook of Historical Economics, économique historique. Donc, chez certains économistes, il y a un grand intérêt parce qu'ils s'intéressent dans les mêmes objets et les objets de la réalité sociale qui les intéressent sont de plus en plus vastes et là, il rejoint les économistes. Et malgré toutes les critiques qu'on reviendra plus tard, je pense qu'il y a un terrain d'entente. Hein, parce qu'il ne faut pas seulement dire le dialogue est facile ou difficile. Difficile, ok, mais même dans un couple, on dit voilà nos difficultés, alors nous avons des intérêts en commun et on continue ensemble. Et pour les historiens et les économistes, je pense qu'ils peuvent converger, le dialogue peut se faire autour du récit, hein, autour de la complexité de ces réalités sociales et de ces objets qui les intéressent et autour du contexte. Et bon, mais peut-être je reviendrai plus tard. Par exemple, je trouve fascinant de dialoguer avec un économiste quand je travaille sur la question du code civil. Code civil en Inde, c'est un sujet extrêmement brûlant, mais le code civil en Europe, dont personne ne parle, très très peu, est aussi un sujet important pour l'Union européenne. Et je trouve l'approche économiste très intéressante pour revenir à ce que vous avez dit, que vous pouvez nous proposer des questions. Et donc, les économistes pensent que, OK, dans la France d'Ancien Régime, le nord était le droit coutumier, le sud de la France était avec le droit civil romain. Et donc, quel était l'impact sur les transactions économiques et financières? Et là, c'est une question, par exemple, un historien ne se pose pas. Quand on débat le code civil en Inde, on ne réfléchit pas du tout, tellement c'est politique, tellement c'est divisible, qu'on ne regarde pas ça. Donc là, le dialogue est très, très stimulant, je dirais. Il y a d'autres exemples, mais peut-être je passe la parole. Je voulais juste dire que peut-être, Charles, tu peux nous, puisque tu reviens des États-Unis, tu reviens du MIT, tu peux nous dire si le dialogue est harmonieux et facile, c'est-à-dire entre les historiens et les économistes qui pratiquent l'histoire, enfin qui investissent le champ de l'histoire économique, ils sont nombreux au MIT ou à Harvard. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Là, je viens du temple de l'économie orthodoxe, le MIT. Le MIT, c'est un cas particulier parce que historiquement, c'est une université d'ingénieurs qui a un très bon département d'économie, enfin très bon chez les orthodoxes. Et la raison pour laquelle le MIT a un très bon département d'économie, c'est notamment parce que dans les années 40 et 50, il y avait beaucoup d'antisémitisme dans les grandes universités américaines, et notamment à Harvard. Et beaucoup d'économistes juifs, comme Samuelson, sont allés fonder le département d'économie du MIT. Et il n'y a pas de vrai gros département d'histoire au MIT, il est assez petit. En revanche, il y a quand même eu plusieurs bons économistes, pas tous orthodoxes, Kindleberger, Peter Temin, qui ont fait de l'histoire économique au MIT. Là maintenant, les endroits où c'est le plus dynamique, c'est Harvard et LSE et à Londres. On s'intéresse notamment au problème des économies anglo-saxonnes, mais il y a plusieurs papiers qui sont sortis sur l'histoire économique française.
Et le point commun de tous ces papiers, c'est d'essayer d'appliquer ce qu'on a appelé la révolution de la crédibilité aux données d'histoire économique. Qu'est-ce que c'est la révolution de la crédibilité? C'est ce moment où les économistes acceptent de se pencher avec un esprit plus ouvert sur des questions, sur les problèmes empiriques dont on considérait que la théorie disait tout dessus. Par exemple, la première étude, celle qu'on cite le plus, c'est l'effet du salaire minimal sur l'emploi. Et il y a eu un fameux papier qui disait que le salaire minimal avait augmenté en Pennsylvanie, mais pas dans le New Jersey, ou l'inverse, je ne sais plus très bien, mais qu'il n'y avait pas eu d'effet négatif sur l'emploi à ce moment-là, ce qui remettait en cause un dogme qu'on a quand on fait une analyse en équilibre partiel du marché de l'emploi. Et donc cette idée que l'économie, c'est un système extrêmement complexe, c'est une science très difficile, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une vraie science dure, parce que le système économique est un des systèmes les plus complexes, encore plus que le corps humain. Et donc, un peu comme en médecine, pour comprendre comment un corps économique devient malade et pour comprendre les mécanismes de causalité dedans, il faudrait utiliser des essais aléatoires, donc des essais randomisés, des essais à groupe de contrôle aléatoires. C'est ce pourquoi Esther Duflo et Abhijit Banerjee ont eu le prix Nobel en 2021. C'est aussi ce qu'essayent de faire avec des données naturelles, des expériences quasi naturelles, les économistes. Donc maintenant, la plupart des papiers d'histoire économique consistent à dire je m'intéresse à l'effet, je vais citer un peu un exemple récent, des travailleurs qualifiés sur la révolution industrielle, sur l'adoption des métiers à tisser en Angleterre. Je vais regarder les endroits où il y avait plus d'ouvriers qualifiés parce qu'on fabriquait davantage de poêles à charbon, parce qu'il y avait davantage de charbon. Je considère que la répartition du charbon est à peu près aléatoire. Et donc, en regardant l'effet direct de la répartition de charbon sur les métiers à tisser, qui ne sont pas encore les machines à vapeur, je vais avoir un effet causal de capital humain sur la croissance. Donc, on retrouve plusieurs biais. On décontextualise beaucoup. Mais en même temps, on espère que l'explication statistique complexe qu'on fournit produit cela. Et donc, ce qui s'est un peu perdu là-dedans, c'est que c'est devenu de plus en plus une œuvre de statisticiens, avec parfois des gens qui font ça en dilettante. Ils ont, si je puis dire, ils ont des papiers qui sont consacrés à des problèmes macroéconomiques tout à fait classiques, et sur le côté, un papier d'histoire économique qui utilise des méthodes similaires. Donc ça combine plusieurs des problèmes qu'on a dit, mais je trouve qu'il y a quand même plusieurs très bons papiers qui prennent suffisamment en compte le contexte dans cette littérature-là. Il y en a aussi des moins bons, évidemment. Il faut se dire aussi que l'économie, c'est quelque chose de difficile techniquement, donc ça arrive souvent qu'on se trompe. Déjà, en 20 ans, les méthodes économétriques ont beaucoup changé, donc c'est pas étonnant qu'il y ait des errements de ce côté-là non plus. Bien. Merci beaucoup, Charles. Je voulais juste conclure cette réponse à cette première question en donnant un exemple où, à la question de savoir est-ce qu'il peut y avoir déjà une forme de collaboration possible très simple où l'économiste pose des questions à l'historien qui peut répondre parce qu'il a évidemment tout le métier, la connaissance des données, la connaissance de la littérature, il a beaucoup réfléchi. Je voudrais vous donner un exemple qui m'a en fait, c'était une des questions qui me taraudait donc il y a longtemps, qui était pourquoi cette faiblesse de l'université française, historiquement. Donc l'université française, les universités ont été dissoutes au moment de la Révolution, et ensuite il y a eu la recréation de l'université par Napoléon, mais une université impériale, et donc les universités françaises sont aujourd'hui moins autonomes que leurs homologues en Europe ou évidemment aux États-Unis. Alors pourquoi y a-t-il eu cet déclin de l'université française à partir du XVIIIe qui a abouti à l'abolition de ces universités par la Révolution? Et donc je m'étais posé en fait une question de causalité. Quand on parle de causalité, eh bien, il faut sans doute souvent essayer de déterminer s'il n'y a pas un événement un peu exogène, c'est-à-dire un événement qui est indépendant du sujet qu'on traite. Et dans l'histoire des universités, on trouve peut-être un accident, parce qu'évidemment, l'université française a été brillante, la Sorbonne a été une université essentielle en Europe, c'était une des premières universités avec Bologne, mais il me semblait avoir repéré un accident
purement historique, quelque part exogène, c'est le fait que l'Université de Paris a participé à nourrir les chefs d'accusation contre Jeanne d'Arc au procès qui lui a été fait à Rouen et qui l'a amené au bûcher. Elle a contribué à nourrir sur le plan théologique cet acte d'accusation. Et historiquement, alors donc, dans l'écriture, disons, du roman national, on a pu considérer que l'université de la Sorbonne avait été, je dirais, en quelque part, un acteur, une institution antinationale. Et donc, j'ai posé la question à Jacques Verger. Jacques Verger est un très grand historien et en particulier un spécialiste de l'histoire des universités et de l'université médiévale. Je lui ai dit, est-ce que ça serait possible qu'il y ait eu cet accident qui ait, je dirais, un peu détérioré les relations entre l'autorité royale et la Sorbonne et conduit progressivement à un délaissement de cette institution. Et d'ailleurs, le Collège de France va être créé par François Ier comme institution, et cette création indique même que, quelque part, le fait que l'université n'était plus considérée comme aussi prestigieuse qu'elle était, par exemple, au XIIe siècle. Et il m'a répondu, donc, avec toute la science, à cette simple question. Il me dit, non, je ne pense pas que ce soit... effectivement, il y a un déclin de l'université qui s'annonce, mais qu'il y a des hauts et des bas au XVe et après au XVIe siècle. Mais il ne pensait pas que c'était un phénomène qui avait pu, je dirais, être créateur sur la longue période de ce déclin de l'université française. Donc voilà un exemple d'une question, disons, simple, posée par un économiste dans cette perspective de causalité à un historien. Et avec, donc, je me suis dit, donc, voilà, c'est pas la peine voilà, d'étudier, de poursuivre dans cette voie. Alors, une deuxième question que je voulais vous poser, c'était qu'est-ce qui vous étonne ou qu'est-ce qui vous choque dans la démarche scientifique de l'autre discipline? Qu'est-ce qui étonne et qu'est-ce qui choque un économiste dans la démarche de l'historien et vice-versa? Donc, qui est-ce qui veut commencer? Tu veux commencer, Agnès, peut-être? Oui. Alors, je vais faire une réponse évidemment très personnelle, mais j'imagine que c'est ça qui est attendu. Il y a plein de choses, évidemment, qui me surprennent beaucoup dans la pratique des historiens, mais il y a une chose qui me surprend au premier chef, c'est leur capacité à être dans un doute radical tout le temps. Et en fait, moi, je crois que je pourrais pas. Enfin, bêtement, je pense que c'est pas compatible avec ma discipline. C'est-à-dire que c'est des gens, ils doutent même. Pour vous donner un exemple, les transactions foncières sur lesquelles nous avons travaillé avec Laurent, qui ont quand même été écrites par des notaires, recopiées par des copistes moines, voilà. Il y a des mots écrits et des mots qui ne sont pas écrits, on est d'accord. Eh bien, Laurent, il dit, ouais, mais en fait, si ça se trouve, ça ne veut rien dire que ce mot soit écrit, parce que peut-être que c'est par hasard. Et peut-être qu'en fait, le mot qui n'est pas écrit, en fait, c'est aussi un hasard, parce que le copiste était fatigué et il a oublié de le mettre. Et donc là, moi, je dis, écoute, Laurent, on va aller boire une bière, parce qu'en fait, si on part comme ça, je ne sais pas ce que je fais, en fait. Et il nous a fallu des semaines avant que je le convainque qu'on pouvait peut-être faire l'hypothèse que si ce mot était présent, il y avait une raison, et si ce mot était absent, il y avait une raison, et qu'on travaille sur la base de cette hypothèse et qu'on voit si ça nous amenait quelque part. Voilà. Mais je pense que c'est pas que Laurent, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est assez disciplinaire chez les historiens, ce doute assez extrême. Arundhati, est-ce que tu veux... Tiens, prends ton micro, voilà. Alors, je réagirais simplement en disant peut-être le doute est une vertu. Ah, je ne dis pas le contraire. Je pense à saint Thomas. Mais je pense que... Alors, oui, c'est gentil de parler de ce qui surprend chez les économistes ou
ça serait plus extrême de dire ce qui nous choque. Je pense qu'il y a un certain choc en écoutant la manière dans laquelle les économistes traduisent la complexité sociale dans un modèle ou une équation. Et je pense à un exemple précis. Je travaillais longtemps sur le mariage en Inde. Et je suis tombée sur un article par un économiste qui utilisait un modèle qui a été mis en place par les Américains. Et ça s'appelle le Vulnerability Stress Adaptation Model. Et voilà, ça c'est un modèle qui a été... Hein? Alors, modèle de vulnérabilité, d'adaptation, de vulnérabilité en stress. Hein? Donc, comprendre comment fonctionne un mariage arrangé dans différentes régions et différentes communautés religieuses, etc., en Inde, à travers ce modèle, je trouvais ça compliqué. Donc, ça, c'est une des choses qui heurte, je dirais, un historien, mais l'autre chose parmi d'autres, c'est l'intérêt des économistes dans le présent, c'est-à-dire de penser, d'examiner des événements dans le passé et les résultats actuels, les résultats dans le moment contemporain, dans un contexte actuel qui est très différent. Et je pense en particulier à un papier qui a été présenté dans notre séminaire, Alain, deux économistes qui ont travaillé sur des régions en Europe où il y a eu beaucoup de des chasses de sorcières. Et donc, ils ont sauté dans le moment actuel pour comprendre le degré de confiance que les femmes avaient dans des institutions et dans l'espace public social actuellement. Et j'avoue que ce papier m'avait choquée. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, il y a des vrais, parfois des perplexités, mais il y a des manières de travailler autour de ces différences. Oui, alors, je me rappelle de ce papier, l'idée c'était de dire que il y avait, si on regardait, alors c'était je crois au Moyen-Âge, ou au 15e ou au 16e siècle, où il y a effectivement beaucoup de femmes qui ont été accusées de sorcellerie et qui ont été condamnées et qui ont perdu la vie, et que il y avait une géographie de ces procès en sorcellerie qui n'étaient pas régulières sur le territoire national. Alors pour des raisons que sans doute les historiens spécialistes étaient capables d'expliquer, mais qui, en tout cas vu d'aujourd'hui, pouvaient apparaître, je reprends ce mot exogène par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'était un fait historique qui était important, qui avait sans doute des racines, et donc cette géographie pouvait être expliquée à l'époque. Et c'était de relier donc cette géographie de la sorcellerie avec la géographie actuelle des perceptions, c'est ça, des perceptions sur des femmes, sur les femmes, et de voir qu'il y avait, en tout cas statistiquement, une relation, c'est-à-dire que les régions où il y avait eu, disons, beaucoup de procès étaient des régions où il y avait une méfiance plus importante aujourd'hui vis-à-vis des femmes. Et vice-versa, les régions en avaient moins. Bon. Et donc, évidemment, cette permanence, mais cette recherche des effets sur la longue durée, c'est quelque chose qui nous habite, économistes et historiens. Et donc, je comprends évidemment qu'on
on puisse s'interroger sur le fait qu'il y a eu un grand moment entre ces événements. Et peut-être que Charles, tu veux dire un mot sur ce type de méthode et sur les critiques, parce qu'il y a eu des critiques, en particulier par exemple sur les recherches qui ont été faites par un couple célèbre d'économistes, Acemoglu, Robinson. Je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus. Peut-être je vais aussi répondre à la question, ce qui m'étonne chez les historiens, et ça nous amène un peu, enfin ça nous ramène toujours au même point. Ce qui m'étonne un peu chez les historiens parfois, c'est le refus ou l'hostilité de principe à la notion de contrefactuel. Le contrefactuel, en fait, c'est tout simplement dire si quelque chose avait changé, est-ce que les choses seraient passées de la même manière? Donc ça nous ramène toujours au même problème, celui de la causalité. Là, pour citer un exemple, j'ai lu cette année le livre qui a été traduit en français de Julian Jackson sur le procès Pétain. Et à un moment, il se demande est-ce que l'occupation en France se serait passée de la même manière si Philippe Pétain n'avait pas été là. Puis il dit je vais essayer de faire un contrefactuel. Puis il dit bon, on peut supposer que Pétain serait mort, mais en fait non, il avait vraiment la santé robuste, donc c'est une hypothèse qui est un peu difficile à faire. Bon, c'est typiquement un économiste n'aurait jamais hésité à dire qu'un homme de 84 ans aurait pu mourir et à imaginer un contrefactuel sur cette base. Donc nous, les économistes, nous réfléchissons à base de contrefactuels. Quand on fait une étude théorique avec un modèle, quand on fait des études empiriques, on veut toujours isoler le contrefactuel, dire si cette femme n'avait pas eu un troisième enfant, est-ce qu'elle aurait quitté le marché du travail, etc. Donc c'est ce refus du contrefactuel qui m'étonne un peu, alors qu'il n'est pas universel. Je vais quand même citer un exemple d'un livre d'historien très, très économique dans l'approche, ou plutôt un archéologue, Walter Scheidel, qui a écrit récemment un livre qui s'appelle Escape from Rome. C'est un livre passionnant où il s'interroge sur le rôle qu'ont les grands empires pour empêcher la croissance économique. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que les grands empires permettent la croissance économique. Lui, il a fait un livre à thèse pour dire que l'Europe est devenue riche parce que Rome est tombée, qu'il n'y a plus de grand empire qui a rassemblé tous les pays d'Europe occidentale ensemble après le VIe siècle. Et donc, pour faire cette étude, qui est en fait un gigantesque contrefactuel, il compare sur des grands traits macroéconomiques Asie et Europe. Il voit qu'en Asie, la Chine occupe toujours une plus grande partie du territoire qu'en Europe, qu'il y a beaucoup de petits cités-États en Europe, etc. Il rassemble beaucoup d'arguments classiques dans cette vision contrefactuelle. Alors, et ça, c'est vraiment l'approche économiste. Et en tant qu'économiste, je suis toujours étonné quand ce livre reçoit parfois des critiques mitigées de la part des historiens. A parfois raison, tout est fragile, mais en même temps, on peut aborder des questions passionnantes quand on s'autorise à se demander si les choses s'étaient passées autrement, est-ce que Paris pourrait être en bouteille? André, tu veux réagir Une seconde, oui. Ça ira vite. En fait, mon rapport, moi, je lis beaucoup les historiens parce que je m'intéresse à certains épisodes historiques, par exemple les assignats, par exemple l'hyperinflation allemande, par exemple le problème de l'argent dans le métal aux États-Unis au XIXe siècle. Donc je m'intéresse à ces cas. Et donc je suis amené nécessairement à lire beaucoup les historiens. Et dans cette pratique de lecture des historiens, en fait, rien ne me choque parce que je dirais que mon regard est plutôt utilitariste. Ce que j'essaye en lisant ça, c'est de mieux comprendre les mécanismes économiques qui, quand vous lisez simplement un économiste, sont beaucoup plus schématisés. Donc vous voyez mal certaines choses ou d'autres choses n'apparaissent pas parce que l'économiste qui l'a produit l'a considéré hors sujet. Mais ce n'est pas forcément hors sujet. Donc, ça rejoint un peu la question de la complexité. C'est ça que je recherche dans l'histoire, chez l'historien. C'est une description de mécanismes économiques qui va me mettre face à des processus auxquels je n'aurais pas pensé, à des phénomènes auxquels je n'avais pas pensé. Par exemple, dans la description, le grand historien de l'hyperinflation allemande, c'est Gerald Feldman. Et quand on lit Feldman, c'est vraiment pas du tout un livre d'économie, c'est un
livre d'historien sur l'hyperinflation allemande, et on découvre comme ça des choses extrêmement importantes sur, par exemple, sur l'indexation, sur le fait que les loyers n'étaient pas indexés, ou bien sur le fait qu'il y avait des monnaies qui étaient créées par les mairies, etc. Donc on trouve, c'est ça que j'aime, c'est-à-dire on trouve un certain nombre de faits duquel après qu'on peut réinterpréter alors qu'on ne les aurait pas vus. Donc je suis dans cette attitude, disons, utilitariste par rapport aux historiens. Bien, il nous reste encore 5 minutes pour cet échange avant de donner la parole à la salle. C'est la dernière question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui une asymétrie dans l'intérêt que porte une discipline à l'autre? Et si oui, pourquoi? Donc, est-ce qu'il y a, je dirais, plus d'intérêt des historiens vers l'économie ou réciproquement? Donc, qui est-ce qui veut répondre? André? Je lis beaucoup des historiens du passé aussi, donc je pense quand même qu'il y a une asymétrie, parce que ça rejoint la question de l'histoire économique. Mon sentiment, mais je n'ai pas un échantillon non plus très, très élevé, c'est plutôt personnel, mais mon sentiment, c'est quand même que les économistes et les historiens ne voient pas du tout l'histoire économique de la même manière, et que il y a une asymétrie, parce que l'économie, comme on l'a vu, c'est vraiment emparé de questions historiques à travers la question des causalités, des expériences naturelles, etc. Donc il y a un intérêt, en effet, de l'économiste pour l'histoire, mais une histoire assez particulière telle que lui l'a construit, etc. Et je ne crois pas que ce soit vrai du côté des historiens. Je pense que les historiens, d'abord, ne sont pas forcément, j'espère ne pas me tromper, forcément intéressés par cette nouvelle alliance que nous, les économistes, avons investie. Donc je ne suis pas sûr, je pense qu'ils sont un peu en dehors. Évidemment qu'ils lisent des économistes parce que c'est des gens intelligents et érudits. Donc, et sur des questions particulières, en effet, par exemple le marché, etc., ils peuvent avoir un intérêt fondamental pour un certain nombre, comme il irait d'ailleurs des philosophes et des sociologues pour mieux comprendre. Mais dans leur vraie démarche, je pense que de ce point de vue-là, il y a une asymétrie. Ouais, je ne pense pas que les historiens de l'histoire économique s'intéressent tellement aux économistes. Oui, je dirais juste un mot, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Les économistes, Agnès l'a aussi dit, les économistes sont plus intéressés dans ce mouvement vers les historiens que les historiens pour des raisons de méfie de cet exercice de contrefactuel, le méfie de universalisation des modèles mathématiques, la décontextualisation, tout cela. Mais donc cette asymérie d'intérêt, mais je pense que il y a un petit mouvement chez les historiens, parmi les historiens qui s'intéressent dans ce dialogue, et je note par exemple la circulation des notions qui viennent des économistes et qui enrichissent le travail des historiens, que les historiens sont pareils. Je pense à deux notions en particulier. Le premier de Amartya Sen sur le capability, qui a été beaucoup utilisé, capacité. Et le deuxième qui est peut-être moins pertinent pour ce public, mais qui est très très important dans l'Asie du Sud et l'Inde en particulier, qui a été proposé par un économiste qui s'appelle Arvind Virmani, même nom, et qui est le Hindu Rate of Growth. Et cette notion de Hindu Rate of Growth, le taux de croissance hindou, était totalement central pour comprendre le fonctionnement dans le long terme de l'économie indienne. Et donc, ce sont quelques exemples. Il peut en avoir d'autres qui font qu'une
asymétrie qui s'est installée dans nos fonctions aussi, parce que les économistes sont aussi devenus les conseillers des princes, hein, que les historiens français, Bloch et Febvre, ont dénoncé avec vigueur dans les années 20. Ce n'était pas du tout un rôle pour les s'approprier. Donc, donc, malgré tout ça, il y a, je pense, des conditions pour aller vers un dialogue. Tu voulais dire un mot? Oui, si tu m'autorises, je voulais ajouter un mot à ce qu'ont dit Charles et André, pour souligner qu'il y a un intérêt, me semble-t-il, je pense qu'on sera tous d'accord, très fort, des économistes pour les historiens, mais en fait pour le savoir que produisent les historiens, et d'une manière qui est quand même, qui instrumente un peu, me semble-t-il, ce que produisent les historiens, parce qu'en fait, les économistes, ils ne s'intéressent pas du tout à l'histoire en question, ils s'intéressent à prouver l'existence d'un mécanisme, et ils pensent que ce contexte-là est favorable à prouver l'existence d'un mécanisme. Donc en fait, fondamentalement, je vais dire les choses un peu brutalement, mais ils se fichent de l'histoire. Et il me semble qu'il y a en revanche quelque chose que les économistes ne font pas. Donc non seulement je pense que leur intérêt est discutable, mais je pense qu'il y a un intérêt qui manque, c'est celui des économistes pour la méthode de l'historien. Moi, je suis très donnée, vous l'aurez compris, j'ai été formée à l'INSEE, je suis hyper sensible à la production des données, et je pense que les économistes ont énormément à apprendre des historiens sur la manière de produire les données. Et je vais prendre un exemple tout simple, qui est la question de l'archivage. Nous allons être confrontés à des données aspirées sur Internet, dont on ne sait absolument pas comment elles vont arriver. Il y a le type, il a cliqué sur cookie, le type, il a cliqué sur pas de cookie, on ne sait pas pourquoi, il est en train de penser à sa belle-mère, il l'a fait, il ne l'a pas fait. On va récupérer des données, on ne sait pas du tout comment elles vont nous arriver. Et s'il y a des gens qui savent réfléchir à ça, se demander pourquoi il y a des données qui nous sont arrivées à travers le temps et d'autres qui ne nous sont pas arrivées, eh ben c'est les historiens. Et moi, je pense vraiment qu'on a un enjeu là dans la formation des économistes de demain, empiristes, hein, à les mettre au contact de nos collègues historiens. Bien. Merci beaucoup. Donc, on a fini ce deuxième tour de table. Et maintenant, je voudrais donner la parole à la salle. Alors, je suis un peu, disons, gêné par l'éclairage qui m'éblouit. Donc, j'ai besoin d'aide. Donc, qui voudrait poser des questions? Oui, je vois une main qui est levée. Ça marche comme ça ? Oui, bonjour, merci pour vos interventions. Je suis un petit peu attristée de voir qu'il y a des mésalliances entre les historiens et les économistes. Je l'apprends aujourd'hui, les uns cherchant ce qui s'est passé, les autres cherchant comment ça s'est passé. Moi, je voudrais vous poser une question un petit peu provocatrice en vous demandant est-ce qu'il n'y aurait pas un terrain de conciliation entre vous pour travailler sur ce qui va se passer. Voilà, il me semble que nos sociétés et notre planète ont grand besoin d'imaginer des modèles économiques nouveaux qui viennent un peu bousculer les orthodoxies néolibérales en cours. La faisabilité de ces nouveaux modèles et ces nouvelles créations ne pourront s'évaluer qu'à l'aune de contextes historiques à analyser pour en mesurer la faisabilité et le succès. Et là, je pense qu'il y a peut-être terrain d'entente entre vous. Merci beaucoup. Qui veut répondre? Alors, je crois que si on est tous là, les 5 de la table ronde, c'est parce qu'on pense qu'il y a effectivement des terrains d'entente. On a voulu, je dirais, détailler pour les non-spécialistes le fait que il y a, venant de nos disciplines respectives, des différences d'approche qui rendent peut-être plus compliqué le dialogue que lorsqu'on fait partie de la même discipline. Mais je crois que c'est un peu vrai entre beaucoup de disciplines. Donc, qui veut répondre sur la prospective? Est-ce que les historiens et économistes peuvent travailler dans une perspective de prospective?
André, tu veux dire quelque chose? C'est une question difficile. Je pense qu'il faudrait demander aux historiens, comment dire, il y a forcément dans nos discours, à la fois dans n'importe quel discours scientifique en sciences sociales, je pense qu'il y a toujours des potentialités de se projeter dans le futur, parce que comme on met en évidence des logiques, il est normal de se demander comment elles vont continuer, si elles vont se transformer. Donc je dirais qu'en effet, il y a quelque chose qui, beaucoup de gens ont dit à quoi serviraient tous les sciences sociales si jamais ça ne pouvait pas nous servir à prévoir ou agir. Donc il y a bien quelque chose comme ça. Mais ce que je ne vois pas, par contre, c'est en quoi, et là je suis mal placé pour répondre, en quoi en fait ce besoin spécifique, sous quelle forme il doit être pris en compte. À mon avis, il est pris en compte de manière pleine lorsque les sciences sociales comprennent l'intelligibilité du monde aujourd'hui et de ses mécanismes. Et je ne vois pas, personnellement, comment on pourrait inventer en quelque sorte une autre science à partir de quels faits qui serait spécifiquement pour le futur. Donc voilà, c'est... j'espère que j'ai... Merci. Une autre question? Oui, monsieur? Oui, merci. Merci pour cette présentation. J'ai une question qui prolonge un peu peut-être la première. C'est sur la question concrète de cette année au rendez-vous de l'histoire, sur la question peut-être contemporaine de la fabrique de la ville et du territoire. Est-ce que vous auriez des exemples de comment l'alliance entre l'histoire et l'économie peut nous servir pour se poser des questions sur l'aménagement et la fabrique de ce qui nous entoure? Merci. Donc, sur le thème de la ville, sur le thème de l'aménagement urbain, est-ce que historiens économistes ont des approches différentes ou est-ce qu'il y a quelque chose de commun? Alors, moi, je peux dire en tout cas que évidemment, l'économie urbaine est quelque chose d'important en économie, d'autant plus que les phénomènes de métropolisation, les effets externes d'agglomération sont très importants. J'ai écrit un livre avec Étienne Vasmer qui est paru aux éditions Jacob sur la rente foncière. Et la rente foncière, lorsqu'on l'étudie sur longue période, en particulier la rente foncière urbaine, pas la rente foncière rurale, est en très forte croissance. Donc là, il y a l'étude sur le temps long est très intéressante. La rente foncière en France représentait grosso modo une année de produit national dans les années 60. Elle en représente 3 aujourd'hui. Donc c'est un changement très important et qui a des répercussions sur l'inégalité d'accès au logement, sur l'inégalité des patrimoines. Et il y a, le livre a été discuté par un historien à notre séminaire commun, et il a fait un rapprochement entre cette rente foncière et ce qui s'était passé au moment de la Révolution française, où il y avait eu un écroulement, disons, des rentes foncières dans les vieilles villes aristocratiques comme Aix-en-Provence, suite à la Révolution française. Et d'après lui, je reviens sur la question de la prédiction, mais la prédiction à partir des événements du passé sur ce qui s'est passé par la suite, c'est ce qui doit arriver également par rapport à cette montée, à cette multiplication par 3. Il avait observé une multiplication aussi très importante de la rente foncière avant la Révolution française, mais cet événement politique et économique a, je dirais, réduit à néant la valeur, disons, fait éclater la bulle foncière et immobilière. Est-ce que d'autres... j'ai trop... Oui, vas-y. Oui, je trouve votre question est intéressante parce que justement, la question de l'évolution de la forme de la ville et de l'urbanité, c'est un thème sur lequel les historiens et les économistes ont travaillé ensemble. Donc, j'essayais désespérément, parce que avec ma mémoire de moineau, j'ai pas réussi à retrouver le nom de l'auteur sur le sujet, et comme je suis un peu dans le stress, j'arrive pas non plus à le retrouver sur Google. Mais donc, si j'arrive à le retrouver, je le ferai passer aux organisateurs. Vous pourrez toujours demander, mais vous serez peut-être plus doué sur Google que moi. Donc il y a un bouquin entier qui est consacré historiens et économistes sur l'évolution des formes de la ville.
Donc c'est vraiment un sujet de coopération. Et c'est une histoire assez formalisée. Donc c'est une époque d'historiens assez quantitativistes. C'est quelle année, tu te rappelles? Je dirais que c'est les années 80. D'accord. Pour vous guider. Tu veux dire un mot? Oui. Oui, c'est moins historique, mais pour rebondir sur ce que disait Alain sur l'évolution récente, la hausse de la rente foncière, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un développement des modèles économiques des années 90, notamment avec Paul Krugman, qui a joué un rôle très important sur ces modèles-là. On le connaît moins pour ces modèles, mais c'est très important en théorie économique. Et une des conclusions qu'il tirait, c'est l'effet contre-intuitif de la baisse des coûts de transport. On pourrait penser que, dans le modèle économique, on pourrait penser que quand le coût de communication baisse, par exemple quand ça devient moins cher de transporter une marchandise grâce au porte-conteneurs, ou bien quand ça devient moins cher de communiquer à distance grâce à Zoom, on pourrait penser que c'est quelque chose qui va se faire au détriment des grandes villes. Et ce que Paul Krugman a montré, ce que montre un modèle théorique, c'est que c'est plutôt le contraire en fait. Vous avez des cas où la baisse des coûts de communication signifie que ça devient plus facile de concentrer l'activité économique. Donc je pense que c'est un cas où la modélisation économique récente offre des intuitions intéressantes pour comprendre notre passé. Je vais prendre une dernière question. Oui, monsieur. Une question très concrète. C'est est-ce que les historiens peuvent en fait inciter les économistes à prendre conscience du fait qu'on est en train de détruire notre environnement? À mon avis, c'est très important. Alors, je vais passer la parole à Arundhati, mais en tout cas, les économistes, il y a toute une branche des économistes qui réfléchissent beaucoup à la question de l'environnement, à la question de la décarbonisation de l'économie. Moi, j'y contribue moi-même par un récent article pour savoir comment on pourrait freiner les émissions de carbone dans les transports par avion, qui est le seul secteur où elles sont en progression en France et en Europe, hein, plus 15% l'année dernière. Donc, ce n'est pas une préoccupation qui est, je dirais, ignorée par les économistes, loin de là, mais je vais peut-être pas donner la parole à Arundhati. Tu veux dire quelque chose? Pardon? Oui, oui. Mais en tout cas, il y a aussi des économistes qui se penchent sur cette question. Hein, tu veux dire? Oui, sur la dernière question que vous évoquez, à INRAE, à l'INRA, enfin, ce qui était l'INRA autrefois, il y a beaucoup d'économistes qui travaillent sur ces questions d'impact de l'usage des sols sur la planète. Il y a de plus en plus d'économistes qui travaillent sur cette question de la limite de nos ressources. Enfin, par construction, l'économiste travaille sur les conséquences d'avoir des ressources rares. Hein. C'est la définition de notre discipline. Peut-être les historiens ont participé à nous sensibiliser au problème, mais je pense aussi on est lecteur du GIEC comme tout le monde, on discute avec nos collègues qui sont spécialistes du sous-sol, etc. En revanche, ce que je crains, si je peux me permettre, c'est que vous surestimiez énormément nos capacités à convaincre les gens qui nous régulent, les gens qui ont un impact sur la planète. Je ne suis pas sûre. Vous voyez, quand on dit un truc qui les intéresse, ils le reprennent. Quand on dit un truc qui ne les intéresse pas, ils ne nous entendent plus. Il faut quand même se le dire. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut... voilà, l'économiste académique... alors, je vais faire référence. Ma mère me dit, vous êtes les astrologues du XXe siècle. Vous voyez, donc je pense qu'il faut avoir ça en tête et être très modeste sur la capacité qu'ont les économistes à agir pour le respect de la planète, même s'ils ont très conscience du problème. Voilà, mais je pense qu'on a très conscience du problème. Bah oui et non, on produit beaucoup de résultats dessus quand même, vraiment. Oui, pardon, non, pas de problème.
Tout à fait d'accord avec ce que dit Agnès. Si je peux ajouter quelque chose d'amusant, c'est à un moment dans les banques centrales, il y avait de plus en plus de travaux sur les conséquences qu'aurait l'utilisation des ressources environnementales et la transition écologique sur l'inflation, sur la croissance. Et il y avait de plus en plus cette idée de mener des politiques vertes. Donc vraiment, les économistes dans les banques centrales y réfléchissent. Et quand il y a eu la montée de l'inflation récemment, il y a eu toute une branche d'économistes un peu plus à droite qui ont accusé les économistes de banques centrales d'être devenus des écologistes et d'arrêter de se préoccuper du principal objet de leur mandat, à savoir l'inflation. Mais tout ça pour dire qu'il y a des divergences et des études sur le sujet, y compris dans des institutions qui, a priori, ne sont pas focalisées sur l'environnement. Bien, je vais clore cette table ronde. J'espère que ça vous aura